Bonjour. Madame la sénatrice, Madame la présidente des Amis de la race, Mesdames et Messieurs participants à cette conférence. C'est avec joie et satisfaction que nous participons aujourd'hui avec vous à cette conférence sur les ressources naturelles du Sahara occidental et de pouvoir en discuter ensemble afin d'apporter le nécessaire éclairage pour une meilleure compréhension de cette question et des sujets qui lui sont attachés. Mais avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma gratitude et mes profonds remerciements en mon nom personnel, mais aussi au nom du peuple sahraoui, au nom des autorités de la race et du Front Polisario, à tous ceux et à toutes celles qui ont participé de près ou de loin à la tenue de notre rencontre. Je voudrais particulièrement remercier l'Association des Amis de la race, bien sûr, et ses militants et militantes qui nous accompagnent aujourd'hui et depuis toujours avec courage et abnégation dans un esprit de fraternité, de soutien et de solidarité. Je voudrais également remercier la sénatrice Madame Pruneau et son équipe, et particulièrement M. Corbiat, qui ont œuvré inlassablement que cette conférence puisse avoir lieu. Je remercie chaleureusement aussi Madame Chachoua Louisa, vice-présidente du Conseil de la Nation algérien, et la délégation qui l'accompagne, qui ont pris sur leur temps pour être présents parmi nous aujourd'hui. Évidemment, je remercie aussi les représentants des associations Amis Solidaires, les éminents professeurs, les chercheurs, les personnalités politiques, ainsi que mes collègues du corps diplomatique et toutes celles et ceux qui sont venus participer au succès de cette importante conférence. Mesdames et Messieurs, ce sont 44 ans qui sont écoulés depuis que l'Espagne avait décidé d'interrompre le processus de décolonisation et livrer de façon consciente et froidement planifiée le Sahara occidental à l'invasion militaire du Maroc avec toutes les conséquences désastreuses qui s'en sont suivies. 44 ans après, le Sahara occidental demeure inscrit comme territoire non autonome sur la liste du comité de décolonisation de l'ONU et au menu de ses travaux. Nous rappelons aussi que le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et à l'indépendance est un droit inaliénable et que l'histoire est là pour nous rappeler que les expériences dramatiques dont a souffert l'humanité découlent de ces mépris de droit de peuple à s'autodéterminer et aux violences extrêmes qui leur sont imposées. C'est avec cette volonté de domination et de violence que le Maroc a entrepris son invasion militaire, avec la certitude de pouvoir briser la volonté de notre peuple et anéantir sa résistance. Hassan II déclarait avec cynisme que l'affaire se résume en une promenade de 24 heures et le tour sera bouclé. 44 ans après, notre peuple demeure debout, uni et plus que jamais déterminé à arracher ses droits par tous les moyens dont il dispose. J'ajoute que depuis la proclamation de la race, de nombreuses victoires et acquis ont été réalisés par le peuple sahraoui. La République sahraoui est aujourd'hui une réalité tangible sur la scène internationale et membre fondateur de l'Union africaine. Tous les plans du Maroc pour amoindrir le rôle et la présence de la race ont échoué. Après un long boycott de l'organisation panafricaine, le Maroc s'est trouvé contraint d'accepter la présence de la République arabe sahraoui démocratique et d'y siéger en sa présence. En 2017, le Maroc avait comme objectif à court terme d'empêcher que l'Union africaine ait un rôle dans la résolution du conflit. Finalement, l'Union africaine décida de créer un panel de 3 présidents africains afin de se pencher sur le règlement de ce conflit de décolonisation.
Sur le long terme, il visait l'isolement de la race au sein de l'Union africaine pour enfin l'en exclure, mais la race, loin d'être isolée ou exclue, a vu son rôle renforcé et de ce fait a pu participer à toutes les rencontres multilatérales auxquelles l'Union africaine a été impliquée, comme le sommet avec la Ligue arabe, les TICAD avec le Japon ou encore la rencontre avec l'Union européenne. Les Africains se sont montrés solidaires des Sahraouis, attachés au principe de l'intangibilité des frontières héritiers de la période coloniale, principe adopté d'ailleurs lors du sommet de l'Organisation de l'Union africaine en 1963 à Casablanca, au Maroc. Mesdames et Messieurs, malgré les innombrables résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU, cette dernière demeure incapable de mettre en place et d'exécuter le plan de règlement devant mettre un terme au conflit. Ce plan de règlement prévoit le référendum qui fut accepté en commun accord par les deux parties ainsi que la communauté internationale. Une mission MINURSO a été créée avec un mandat très clair d'organiser ce référendum. Mais le refus obstiné du Maroc a été et demeure encore l'obstacle majeur devant l'application de ce plan. Cette obstination et mépris pour la paix et pour l'instance internationale, ces rejet irrationnels du référendum d'autodétermination, qui est pourtant une solution démocratique, ont bloqué le processus de paix et tout récemment conduit à la démission de Koller, qui avait pourtant réussi à créer une nouvelle dynamique, laissant ainsi le processus de paix, le processus de règlement sans pilote. La dernière résolution du Conseil de sécurité, par sa passivité, crée du recul et porte atteinte à cette dynamique. Elle invite de ce fait le Maroc à s'approprier le processus de paix. Une telle conséquence ne sera jamais acceptée par le Front Polisario, qui sans doute révisera sa position et réévaluera sa participation dans ce processus lors de son prochain congrès général prochain décembre. De toute évidence, cette attitude marocaine hostile à la paix et à tout règlement juste et définitif du conflit ne pouvait exister sans le soutien, l'encouragement et la complicité de certains pays, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité ou au niveau de l'Union européenne. En effet, la complicité, la duplicité de certains pays membres de l'Union européenne, au nom d'intérêts économiques sordides au Sahara occidental et au Maroc, ont contribué à la pérennisation du conflit avec tout ce qui cela comporte comme conséquences tragiques pour le peuple sahraoui, mais aussi pour le peuple marocain et pour l'ensemble du Maghreb sur le plan politique, économique et sécuritaire. Il ne faut pas aller loin pour comprendre les raisons qui poussent le Maroc à maintenir son occupation illégale du Sahara occidental et animent les pays qui lui sont complices. En effet, les territoires possèdent des richesses naturelles importantes et disposent d'un potentiel économique certain. Ils possèdent une large côte atlantique qui s'étale sur plus de 1500 km, parmi les plus poissonneuses au monde, contient le plus grand gisement de phosphate au monde, de très bonne qualité, exploitable à ciel ouvert et à moins de 100 km de l'océan Atlantique. En s'accaparant ces gisements de taille mondiale, le Maroc contrôlerait ainsi 65% environ de la production mondiale de ces minéraux stratégiques dont dépend l'agriculture et donc la nourriture de la population mondiale. Le territoire dispose également d'autres minéraux non moins importants comme l'or, l'uranium, le fer et des potentiels gisements de gaz et de pétrole. Au niveau agricole, le Sahara occidental comporte des terres cultivables. Des sociétés françaises comme Azura et Udil, en collaboration avec les domaines royaux, exploitent déjà dans la région de Dakhla plus de 500 hectares qui produisent des tomates et des melons destinés à l'exportation vers le marché extérieur, notamment européen, et qui sont fortement demandés en raison de leur qualité gustative liée à la qualité de l'eau et du climat.
Du fait de la demande extérieure, la nappe phréatique est en surexploitation, ce qui constitue un grave danger sur cette ressource non renouvelable et par conséquence sur l'avenir de la région. Mesdames et messieurs, cela fait 7 ans que nous travaillons en vue d'obtenir la reconnaissance du droit de notre peuple par l'Union européenne, afin que celle-ci se départisse de sa position illégale vis-à-vis du peuple sahraoui et pour qu'un terme soit mis à l'exploitation et au pillage par le Maroc des ressources naturelles du Sahara occidental, qui constitue un obstacle majeur à la décolonisation de ces territoires. La Cour de justice européenne a finalement pu s'exprimer sur la situation en 3 arrêts, décembre 2016, février et juillet 2018, dans lesquels considère que l'inclusion du territoire du Sahara occidental porte atteinte à plusieurs règles du droit international applicables dans la relation entre l'Union européenne et le Maroc, notamment le principe de l'autodétermination. Elle considère aussi que les accords entre l'Union européenne et le Maroc ne peuvent pas être applicables au Sahara occidental en raison de son statut séparé et distinct du Maroc et en raison de l'absence du consentement de cela du peuple sahraoui par la voix de son représentant légitime, le Front Polisario. Par ces décisions, la justice de l'Union européenne confirme le droit du peuple du Sahara occidental à travers le Front Polisario à protéger et à préserver ses intérêts en ce qui concerne les ressources naturelles du territoire et de ses eaux adjacentes. La justice européenne donne ainsi de la force à une autre décision de la justice historique, celle de la Cour internationale de la justice de La Haye, qui avait affirmé le 16 octobre 1975 que le Maroc ne possède pas de souveraineté sur le Sahara occidental. Elle complète aussi et consolide les résolutions du Conseil de sécurité et lui offre la possibilité de maintenir sa position historiquement sans équivoque qui rejette toute souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et par voie de conséquence sur ses ressources naturelles. L'impact des arrêts de la justice européenne est majeur. D'une part, ces arrêts constituent sur le plan économique une base juridique incontournable permettant de lutter contre le pillage et l'exploitation illégale des ressources naturelles sahraouies et précise aux États et aux organisations régionales et internationales leurs obligations dans ce domaine, contribuant ainsi à la protection des droits du peuple du Sahara occidental. D'autre part, ils avertissent du fait que toute exploitation de ces ressources est illégale et aura à faire face à des défis juridiques importants. À titre d'exemple, en mai 2017, les autorités panaméennes ont arrêté pendant quelques jours un navire à destination du Canada transportant du phosphate exploité illégalement par la Compagnie nationale marocaine de phosphate, l'Office marocain de phosphate. Les autorités sud-africaines aussi ont arrêté le navire Cherry Blossom des îles Marshall chargé de phosphate et au terme d'un jugement, la Cour sud-africaine a décidé que la cargaison est la propriété du Front Polisario de la République arabe sahraoui démocratique. Il y a là 2 périodes distinctes, celle d'avant l'arrêt de la Cour 2016, où 15 compagnies et 13 pays exploitaient les ressources phosphatières sahraouies, générant 200 millions de dollars environ au profit de la puissance occupante le Maroc. Et il y a la période après les décisions de la Cour où l'on compte vers la fin de 2019 seulement 3 compagnies et 2 pays, la Nouvelle-Zélande et l'Inde, qui continuent d'acheter les phosphates sahraouis pour une valeur autour de 50 millions de dollars. De même qu'il faut signaler le retrait de toutes les compagnies d'exploitation pétrolière, à l'exception de la petite compagnie pétrolière irlandaise San Leon. Auparavant, il y avait la française Total Fina, les américaines Kerr-McGee et Cosmos, la britannique Cairn, la suisse Glencore. Toutes ces compagnies se sont retirées. En outre, il y a des sociétés de transport maritime qui ont aussi décidé de ne plus transporter des cargaisons du Sahara occidental et l'ont déclaré publiquement. Mais cela ne veut pas dire que l'exploitation illégale est terminée. Cependant, les effets de la décision de la Cour sont extrêmement importants et ils se font ressentir au niveau économique.
Sur le plan politique, la saisine de la Cour de la justice de l'Union européenne de la question du Sahara occidental depuis 2012 et surtout les décisions de 2015, 2016 et 2018 ont donné à chaque fois plus de visibilité et de présence au conflit. L'Union européenne s'est rendue compte qu'elle est dans l'illégalité et que le Sahara occidental n'est pas marocain. À la Commission, au Conseil et dans les différentes instances européennes, pendant ces dernières années, tout le monde a appris plus sur le Sahara occidental. Les décisions de la Cour confortent la présence et l'autorité du Front Polisario sur la scène européenne. La narration change un peu dans la presse européenne. Des gens se rendent compte de plus en plus que le Sahara occidental n'est pas marocain. Ils découvrent que ce n'est pas seulement un désert, mais un pays sous domination étrangère, qu'il y a des ressources naturelles illégalement pillées, qu'il y a une colonisation de peuplement, qu'il y a un mur de séparation, qu'il y a des millions de mines antipersonnelles et qui tuent des civils innocents régulièrement, qu'il y a des réfugiés sahraouis par dizaines de milliers et qu'il y a des violations des droits de l'homme graves et systématiques. Mesdames et messieurs, le Front Polisario, en tant que mouvement de libération nationale, représentant unique et légitime du peuple sahraoui, se doit d'agir pour sauvegarder les intérêts de son peuple, opprimé et souffrant du joug colonial. Nous considérons comme parmi nos priorités la lutte pour le respect et la pleine mise en œuvre des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne comme outil et moyen de préserver nos ressources du pillage affréné auquel se livre la puissance occupante avec le concours des partenaires étrangers. Pour cela, nous attendons de l'Union européenne qu'elle respecte les décisions de ses propres institutions, qu'elle fasse respecter les droits internationaux et cesse de se rendre complice de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc. L'extension des accords entre l'Union européenne et le Maroc porte atteinte au processus de paix et contraire les efforts de l'ONU, avec tout ce que cela peut comporter comme conséquences désastreuses sur la paix et la stabilité dans la région. La position européenne, particulièrement celle de la France et de l'Espagne, fait que l'Europe, au lieu d'être une partie de la solution, continue à vouloir être une partie du problème. La mise en œuvre de l'arrêt de la Cour de 2016 est simple. Il existe des territoires distincts et séparés, de telle sorte qu'un accord signé avec le Maroc ne peut pas s'appliquer sur le territoire du Sahara occidental. Si les pays de l'Union européenne, en signant un accord avec l'État du Maroc, se montrent capables de l'étendre sur un territoire qui ne relève pas de sa souveraineté, pourront-ils alors signer un accord avec le Mexique tout en décidant subitement qu'il doit s'appliquer à la Californie voisine? Pour ne pas tomber dans les contradictions, et s'il ne s'agit que d'une belle volonté de participer au développement du Sahara occidental, il est alors possible de signer des accords avec les représentants du peuple de ces territoires, à savoir le Front Polisario. À cet égard, rappelons que l'Union européenne a déjà fait passer un accord avec un mouvement de libération, l'Organisation de la libération de la Palestine. Donc ça ne sera pas une première que de passer un accord avec un autre mouvement de libération national, le Front Polisario. Par ailleurs, il est à remarquer que l'Union européenne se prévaut du droit international et des décisions de la justice européenne pour distinguer Israël de ses colonies implantées en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Pourquoi n'adopte-t-elle pas la même décision concernant le Sahara occidental? À ce propos, mardi 12 novembre, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt qui impose d'étiqueter différemment les produits issus des territoires occupés palestiniens au nom de l'information du consommateur. Pourquoi donc les pays de l'Union européenne persistent-ils à vouloir tromper le consommateur européen quand il s'agit du Maroc et du Sahara occidental? Il y a là une attitude contradictoire qui ne peut être justifiée sans oublier son aspect évidemment illégal et évidemment immoral. Mesdames et messieurs, le peuple sahraoui ne se laissera pas faire et il se battra jusqu'au bout pour que prévale la justice et pour que la paix et la liberté triomphent. Nous ne demandons pas plus que la justice.
Nous ne demandons pas plus qu'un jour durant lequel notre peuple pourra enfin s'exprimer librement sur son destin et sur celui de son territoire. Il demeurera vigilant et déterminé à préserver ses ressources naturelles du pillage. Le peuple sahraoui et le Front Polisario font le pari pour le droit international et pour la paix. Malheureusement, nous ne pourrons pas dire autant en ce qui concerne le Maroc et ses complices. En Europe, comme au sein du Conseil de sécurité, certains pays poussent la communauté internationale et l'ONU à se fourvoyer dans le soutien du colonialisme marocain au lieu de promouvoir le droit international et encourager sincèrement la cause de la paix. De tels agissements, contraires au droit dont on se prévaut ici et là, en fonction de la réelle politique et de la géopolitique étroite et durable, respectant le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. La MINURSO s'éloigne de plus en plus de l'esprit de son mandat initial, ayant pour finalité l'organisation du référendum et s'est converti progressivement dans un outil pour asseoir et consolider la colonisation du territoire au lieu de le décoloniser. Jamais le peuple sahraoui n'acceptera que l'on arrive à une telle situation. Le 19 décembre de cette année, 2000 militants du Front Polisario se réuniront dans le cadre d'une session ordinaire du Congrès général du Front Polisario et dans une situation où aucun successeur n'a été désigné pour succéder à Horskoler et où le Conseil de sécurité donne l'impression de vouloir laisser le volant au Maroc pour devenir maître à bord du processus de paix, devenant ainsi juge et partie. Sans doute que durant ces congrès, des décisions cruciales seront prises, et y compris des décisions de réévaluation de notre participation au processus actuel. Notre combat est un combat pour la paix, pour un monde fondé sur la force du droit et non sur le droit de la force. Nous ne sommes pas seuls et nous ne le serons pas. Nombreux sont ceux et celles qui partagent les mêmes valeurs et militent pour un monde de paix et de liberté. Je vous remercie.